Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici ma nouvelle leçon de la formation ornitho qui s'est fait attendre pour des problèmes techniques sur lesquels je ne reviendrai pas puisque j'en parle dans les vidéos précédentes. Je vais pouvoir enfin reprendre la publication de vidéos avec mon nouvel ordinateur. Bon. Encore merci à tous ceux qui se sont cotisés pour que je puisse l'acheter. Nous allons parler du rôle des oiseaux dans les écosystèmes. Alors vous vous attendez peut-être à que je vous dise, ben voilà, les granivores, comme ils mangent les graines, ils dispersent les graines, ils aident les plantes. Les nectarivores, comme les colibris, les souris-mangas, en mangeant le nectar, ils dispersent, ils transportent le pollen et donc participent à la pollinisation nécessaire à la reproduction des plantes, etc. Bon, ce sont des informations très simples, très faciles à trouver, et on va aller très rapidement au-delà de cette partie relativement superficielle. Vous allez voir qu'en réalité, c'est bien plus intéressant. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que je vous rappelle quelques bases, ou que j'explique quelques bases, parce que ce n'est pas tout le monde qui les connaît, et c'est pourtant des informations absolument cruciales. Mais tout d'abord, deux mises au point. La première, c'est que on parle du rôle, de l'utilité des oiseaux. On m'a déjà posé cette question aussi platement que ça. À quoi ça sert finalement les oiseaux? On parle évidemment d'utilité, pas pour les humains. Alors sinon on arrive, il y a des espèces qui nous aident, des espèces qu'on n'aime pas parce qu'ils mangent nos productions, donc sont des nuisibles. C'est un point de vue tout à fait anthropocentré que je rejette, qui ne m'intéresse pas du tout, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, bien entendu. Ensuite, quand on creuse automatiquement ces sujets, on arrivera à la question, à quoi sert la vie? Parce qu'on va dire, voilà, les oiseaux ils aident les plantes elles colonisent tout, c'est bien, mais finalement à quoi ça sert? Mais s'il n'y en avait pas, on ne serait pas là, s'il n'y avait pas de vie, mais finalement... C'est une question philosophique, traitée dans des milliers de bouquins, évidemment. Éventuellement, j'y reviendrai, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai mon opinion, j'ai lu des opinions de scientifiques, que je peux partager, expliquer, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo part du principe que la vie est utile en soi, on est content qu'il y ait de la vie, on ne souhaite pas sa disparition, voilà. Et donc, quand on parle de l'utilité ou du rôle d'un oiseau dans un écosystème, c'est d'utilité pour l'écosystème, pour le vivant. Il y a bien sûr une utilité pour lui-même. Quand les couples se reproduisent, ils permettent la pérennité de l'espèce. S'ils ne le feraient pas, l'espèce disparaîtrait. Donc chaque individu est utile à l'espèce. Mais bon, ça, ce sont des évidences. Ce n'est pas la question. C'est donc au niveau de l'écosystème du vivant, de la biosphère, donc de la vie qu'il y a sur Terre, quel est le rôle des oiseaux? Quel est le rôle constructif? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce que leur présence apporte? Bon. Alors, il y a un élément essentiel, et même si ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le titre de la vidéo, ce n'est pas l'objectif de la vidéo, j'espère que tout le monde gardera ça en tête si ce n'est pas déjà le cas. J'en ai parlé dans un article sur les écosystèmes, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. Je crois que j'en parle dans la vidéo précédente, que je vous invite à aller revoir, ça fait un moment, si vous ne l'avez pas vu, sur l'intelligence des oiseaux, qui est tout à fait en lien avec ce qu'on fait ici, parce que pour arriver à jouer leur rôle, il faut une certaine intelligence. Ou pour que le rôle soit intelligent, il faut des conditions pour que ça se mette en place, et c'est de ça que je parle dans la vidéo précédente. Mais il y a vraiment une information cruciale, c'est que le vivant a tendance constamment à s'étendre, donc à produire plus ou à coloniser des nouvelles régions. Donc, pour faire un peu de provocation, je dirais que le vivant a tendance à une croissance infinie dans un monde fini. Bien sûr, ce n'est pas une croissance comme une croissance économique qui démolit tout sur son passage. Mais c'est quand même la tendance toujours à vouloir plus. Et quand je vais parler du rôle des oiseaux, c'est pour aider l'écosystème à produire plus, puisque c'est la tendance de l'écosystème. On va être dérangé par les oiseaux, là c'est une petite tésie, un oiseau de la famille d'Abouscarle, qui est un des oiseaux les plus communs de la région, et que j'ai du mal à photographier, comme toute bouscarle qui se respecte. Bon. Donc, la vie produit toujours plus, quand on n'y touche pas. Je répète, on ne rentre pas dans la question pourquoi, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a un objectif derrière, etc. C'est un fait. C'est un fait scientifique, c'est pas un point de vue, ça par contre. Les écosystèmes tendent à produire toujours plus, que ce soit sur le court terme ou le long terme, et les oiseaux vont aider ces écosystèmes. Alors quand je dis produire plus, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est de comprendre
la notion de biomasse contenue et de la biomasse produite. Alors, pour expliquer tout ça, je vais partir d'un cas très simple. Imaginez un écosystème avec juste une forêt. Alors, c'est plus vraiment un système puisqu'il n'y a qu'une espèce. Mais c'est du virtuel. On n'aurait qu'une forêt, mais il n'y a pas d'animaux. Pas d'insectes, pas de mammifères, pas d'oiseaux, rien. Juste des arbres. Bon. Et une seule espèce. Alors c'est sûr qu'il y aura une certaine biomasse. Les arbres, ça peut être lourd, ça peut, hein, c'est la plus grosse biomasse terrestre est constituée des forêts, hein, jusqu'au moment où on aura tout démoli. Et donc, pourquoi avoir besoin des oiseaux qui représentent presque rien en termes de masse par rapport aux forêts? Eh bien, il y a une raison bien précise. Alors quand je dis des oiseaux, c'est n'importe quel animal, hein, c'est la même chose. Hein. C'est que l'arbre, quand il grandit, il doit capter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour constituer ses branches, ses troncs, enfin son tronc, ses feuilles, ses fruits. Mais une fois qu'il atteint le stade adulte, mature, qui ne grandit plus, il n'a plus tellement besoin de capter ce dioxyde de carbone. Or, il a plein de feuilles. Les feuilles, ce sont des petits panneaux solaires qui permettent de capter l'énergie pour pratiquer la photosynthèse, donc qui captent le dioxyde de carbone et en produit de la matière organique. Mais s'il a déjà toutes ses branches, ses troncs, oui, les fruits, bien sûr, il faut produire des fruits, d'accord. Enfin bon, il ne va pas produire des millions de fruits tout le temps, 365 jours par an, il en faut assez pour se reproduire, mais c'est tout. Mais, s'il y a des animaux, les animaux mangent les feuilles, les animaux mangent les branches, ça existe des animaux xylophages, et il faut qu'elles repoussent. Et quand elles repoussent, il faut faire fonctionner la machine photosynthèse, les feuilles, les petits panneaux solaires, pour reconstituer ce qui a été mangé. Donc, le fait que les arbres soient mangés, les feuilles, les branches, les fruits, etc., eh bien, ça dynamise l'écosystème, ça oblige l'arbre à faire son travail de produire de la matière organique grâce au dioxyde de carbone et au soleil. On entend bien la thésie, hein, un oiseau endémique de Flores et Sumbawa. Donc, un écosystème végétal peut contenir beaucoup de biomasse, mais il ne sera pas très dynamique, il ne produira pas beaucoup s'il n'y a pas des animaux pour le dynamiser. Donc, de ce fait, en mangeant du végétal, tous les animaux dynamisent l'écosystème. Alors, vous allez dire, il y a des animaux qui ne mangent pas du végétal. Alors, est-ce qu'un animal qui mange un autre animal dynamise aussi l'écosystème, ou est-ce qu'il l'affaiblit? Puisqu'on a besoin d'animaux pour manger les arbres, les plantes, et obliger ces plantes à reproduire, produire, hein, c'est ça le principe, eh bien, l'animal qui va manger, l'animal qui mange les plantes, on va dire qu'il va l'affaiblir. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Tous les animaux dynamisent l'écosystème, tous. Il n'y a pas d'exception. Et en fait, s'ils ne le faisaient pas, ils auraient déjà disparu. Donc une question, une parenthèse, c'est une question sur l'avenir de l'être humain, c'est que l'être humain est le seul animal en fait qui ne dynamise pas ses écosystèmes, il les détruit, il les transforme, et donc il les affaiblit, et donc normalement toute espèce qui affaiblit l'écosystème finit par disparaître. C'est notre cas aussi, je laisse ça pour une autre vidéo, mais c'est important de comprendre cette information-là dans le contexte. Donc à part l'être humain, tous les animaux dynamisent leurs écosystèmes, sur le court terme ou le long terme ou les deux, et on va voir que les prédateurs ne font pas exception. C'est pas parce qu'ils mangent un animal qui mange des plantes qui ne le dynamise pas. Au contraire. Pourquoi? Parce que je dis qu'il faut manger, bon, prenons l'exemple des feuilles. En Europe, il y a des tas de chenilles qui mangent les feuilles. Et puis ailleurs aussi, mais ailleurs, il y a aussi des singes, hein, comme les colobes en Afrique, hein, qui mangent les feuilles. Il y a des oiseaux, il y a l'oiseau qui mange des feuilles, par exemple, en Amérique du Sud, mais il y a simplement les colious, qui sont très communs en Afrique, qui mangent des feuilles. C'est parmi les plus petits oiseaux qui mangent des feuilles. Récemment, j'ai observé l'oriquet Weber, qui est un endémique de Flores. J'ai fait sa fiche, hein, déjà, bon. Qui mange des feuilles, etc. Donc, en mangeant des feuilles, on oblige l'arbre à repousser, sauf que, si on en mangeait trop, si on mange tout, s'il n'a plus de feuilles, comment il va capter l'énergie, l'arbre? Donc il faut exploiter de façon optimale, c'est-à-dire le maximum que l'on peut exploiter sans affecter la plante qu'on exploite. C'est d'ailleurs le même principe avec la prédation. Les prédateurs, ils doivent essayer d'exploiter au mieux les ressources, c'est-à-dire leur proie,
mais sans affecter la population. Parce que s'ils font disparaître la population, ils font disparaître leur garde-manger, quoi. Donc pareil pour un oiseau qui mange les feuilles, s'il fait disparaître les arbres, il n'aura plus à manger. Pareil pour un oiseau qui mange quoi que ce soit, s'il fait disparaître sa nourriture, il disparaît. Et donc les oiseaux qui sont encore là, c'est valable pour tous les animaux, eh bien c'est qu'ils ne font pas disparaître leurs ressources. Mais comment arriver à cette exploitation optimale? L'exploitation optimale, c'est une exploitation intelligente en quantité, mais aussi en répartition. Je m'explique. Si vous allez dans un arbre et que vous mangez toutes ses feuilles, bah vous le tuez. Puis vous allez à l'arbre suivant, mangez toutes ses feuilles, vous le tuez. Finalement, vous allez détruire la forêt. Bon. Maintenant, si vous allez dans un arbre, vous mangez un quart de ses feuilles. Bon, vous allez 4 fois plus vite finir votre présence dans cet arbre, vous allez dans le suivant, vous mangez un quart des feuilles, et quand vous allez faire le tour de la forêt, bah le premier que vous avez mangé, bah il a reconstitué déjà toutes ses feuilles. Donc on peut refaire le tour comme ça à l'infini. Donc vous voyez, si vous faites ça intelligemment, vous pouvez exploiter la même chose, comme si vous mangiez toutes les feuilles de l'arbre, sauf que vous lui permettez de se reconstituer. Alors est-ce que les animaux pensent à ça? Eh bien non, il y a des... Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête, mais a priori non, mais il y a des mécanismes qui obligent les animaux, pas seulement les oiseaux d'ailleurs, évidemment, à se déplacer, à exploiter de façon plus intelligente. Ah, ça c'est un échenilleur de Wallace qui vient de crier. Ces mécanismes, c'est entre autres les prédateurs. Ah bah oui, si vous avez un groupe de colious par exemple, c'est très sociable, ça peut arriver en groupe, ça arrive dans un arbre avec des feuilles fraîches appétissantes, et ils se mettent à manger. Ben, ils pourraient manger jusqu'à la dernière feuille éventuellement. Sauf que, s'il y a plein de colious dans un arbre, il ne faudra pas beaucoup de temps pour qu'il y ait un prédateur qui s'y intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de colious. Il va faire une attaque, il va attraper un coliou ou pas, ce qui ne change rien pour la population par rapport aux millions de colious. Mais par contre, les colious vont s'enfuir. Et puis ils vont aller manger ailleurs. Et donc ils vont exercer la pression sur un autre arbre. Et donc le prédateur va permettre aux arbres d'avoir une pression moins intense et mieux réparti dans la forêt que sans prédateur. Et donc il va dynamiser l'écosystème, il va dynamiser ses proies, il y aura plus de colious grâce aux prédateurs. Parce que si les colious ne s'enfouillaient pas par rapport aux prédateurs, ben, ils pourraient détruire des arbres. Et donc ils auraient moins à manger. Mais le prédateur les empêche de faire ça. Et donc grâce aux prédateurs, il y a une meilleure répartition, donc plus de production de feuilles, puisque les arbres n'en meurent pas. Et donc plus de colious. Donc les prédateurs, je dis toujours, ils ne régulent pas la population de proie. En tout cas, ils ne la diminuent pas. Bien souvent, même ils l'augmentent de façon globale. Alors évidemment, vous allez me dire, si je regarde un arbre, il y a des colious, le prédateur arrive, il n'y en a plus. La population a diminué. Ah oui, au niveau de l'arbre, oui. Il faut regarder les populations sur un cadre un petit peu plus large. D'accord ? Bon. Eh bien, tout ça est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. Et c'est un équilibre qui est en constante évolution, et en évolution pour produire plus. Et ce sont les équilibres qui produisent le plus, les écosystèmes les plus productifs, qui réussissent, qui s'étendent, qui colonisent de nouvelles régions, alors que ceux qui produisent moins ont tendance à disparaître. Et c'est comme ça qu'on a une biomasse, naturellement, avant l'intervention de l'homme, qui a tendance à constamment augmenter sur la planète, sauf accident, et bien sûr, une météorite, un volcan, une inondation. Bon. Ça, ce sont des aléas qui ne sont pas des productions de l'écosystème, hein, qui sont dus à des phénomènes naturels physiques divers, et qui peuvent affecter l'écosystème, mais après, l'écosystème va se reconstituer, et il va s'adapter. Quand il y a une éruption volcanique, certes, une forêt peut être détruite, et sur la lave va repousser une nouvelle végétation. Une végétation qui va s'adapter à cette lave, et qui peut devenir des espèces différentes de celles qu'il y avait avant. Et donc, sur le long terme, on a une augmentation de biodiversité. Et pourquoi ? Pour pouvoir s'adapter à de nouvelles conditions, et donc l'exploiter les ressources de façon optimale. Hein, en Europe, il y a une espèce de martin-pêcheur, c'est le martin-pêcheur d'Europe. Même s'il est répandu jusqu'en Indonésie, on l'appelle martin-pêcheur d'Europe. C'est le seul. Par contre, vous avez des endroits en Asie, en Afrique, vous pouvez avoir une rivière sur laquelle il y a 4, 5, 6, 7, 8 espèces de martin-pêcheurs. Pourquoi il n'y en a qu'une en Europe ? Pourquoi il y en a autant là-bas? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. S'il y a plusieurs espèces de martins-pêcheurs, c'est parce qu'ils ne mangent pas les mêmes poissons, ou ils ne les mangent pas aux mêmes endroits.
Mais quand ils sont aux mêmes endroits, ils doivent manger des poissons différents. Ça ne veut pas dire que certaines espèces de poissons ne peuvent pas être mangées par 2 ou 3 martins-pêcheurs. Mais il y a des martins-pêcheurs plus gros, par exemple le martin-pêcheur géant. Bah oui, clairement, il est gros. Eh bien, il va manger des plus gros poissons que le martin-pêcheur pygmée, qui lui mange des invertébrés, quelques poissons, mais des tout petits poissons, vu sa taille. Donc, ils exploitent des ressources différentes. Et ce sont des ressources qui seraient difficiles à exploiter s'il n'y avait qu'une seule espèce de martin-pêcheur. En Europe, il n'y a qu'une seule espèce de martin-pêcheur, il ne peut pas capturer des poissons aussi gros que capture le martin-pêcheur géant. Et il ne va pas s'intéresser à des poissons aussi petits que ce que mange un martin-pêcheur pygmée. Parce que dépenser de l'énergie pour pêcher, pour avaler 2 grammes de nourriture, enfin encore 2 grammes, je suis optimiste, 2 grammes ça devrait encore être intéressant, mais vous voyez, il faut une certaine logique. Les oiseaux, il faut faire quelque chose d'efficace. Donc les tout petits poissons et les tout gros poissons ne sont pas exploités par le martin-pêcheur en Europe. Parce que le martin-pêcheur, il est plutôt petit de notre, mais on va dire de taille plus ou moins moyenne. Hein. Donc il exploite une fourchette relativement large de poissons, mais il ne peut pas les exploiter tous. Par contre, s'il y a des gros, des moyens et des petits, les martins-pêcheurs peuvent exploiter plus de poissons. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plusieurs espèces de martins-pêcheurs en Europe? C'est parce qu'il n'y a pas assez de ressources. La quantité globale, la population totale et la masse totale de poissons sur l'année produite est clairement inférieure à ce qu'elle est sous les tropiques. Donc, comme il n'y a pas assez de biomasse, chaque espèce de poisson, vous voyez, à la limite, s'il y avait un martin-pêcheur qui exploitait une espèce de poisson, ça pourrait. Il y aurait une énorme diversité de martins-pêcheurs. Mais chaque poisson a une population qui est trop petite pour nourrir un martin-pêcheur. Donc, il faut un martin-pêcheur qui en mange plusieurs. Et en Europe, la quantité de poissons est relativement faible, et donc, relativement, j'ai bien dit. Et donc, un martin-pêcheur, parce que bon, après, les poissons, ils sont aussi exploités par des hérons, des cormorans, enfin, ça, c'est d'autres formats. Hein. Mais vous voyez, la biomasse, dans ce cas-ci des poissons, permet à un martin-pêcheur de vivre, mais pas plus. En Asie, il y a des dizaines d'espèces de martins-pêcheurs, en Asie du Sud, pas en Sibérie. En Sibérie, il n'y a qu'une espèce de martin-pêcheur, c'est le même, c'est le martin-pêcheur d'Europe. Mais si vous allez en Indonésie, il y a des dizaines d'espèces. Alors là, il faut bien distinguer 2 choses. C'est les espèces qui cohabitent et qui exploitent donc des ressources différentes dans les mêmes écosystèmes, et des espèces allopatriques, c'est-à-dire qui ne cohabitent pas, et qui peuvent exploiter la même ressource, mais dans des lieux différents. Donc elles ne se concurrencent pas. Alors il y a donc, je dirais, 2 types de biodiversité, si on veut. Il y a cette biodiversité qui cohabite et qui donc enrichissent les écosystèmes. Et il y a cette biodiversité qui ne cohabite pas, qui finalement, elle est peut-être moins intéressante pour les écosystèmes, elle est très intéressante pour nous, mais pour les écosystèmes, elle est moins, parce que le rôle d'un martin-pêcheur qui est sur une île indonésienne, s'il est le même que sur une autre espèce, sur une autre île indonésienne, s'il y en a un des 2 qui disparaît, l'autre peut prendre sa place. Du coup, ça nous donne une autre réflexion. C'est que même s'ils ont des rôles identiques, et que donc on n'a pas vraiment besoin des 2 espèces, le fait d'avoir 2 espèces, c'est bien pour l'avenir de ces écosystèmes. Parce que s'il y en a une qui disparaît, par exemple pour une maladie ou quelque chose qui se passe, l'autre qui a un patrimoine génétique différent, puisque c'est une autre espèce par définition, lui, il ne sera peut-être pas atteint par cette maladie et pourra remplacer et continuer à jouer le rôle que jouait l'espèce qui a disparu. Hein, donc, la biodiversité, je veux dire, allopatrique, des espèces qui peuvent avoir des niches écologiques équivalentes dans des endroits différents, ça nous plaît à nous, hein, on voyage pour voir ces différentes couleurs, ces différentes formes, etc. Mais c'est aussi utile, c'est une sorte de réservoir de biodiversité en cas de problème pour pouvoir remplacer, c'est un peu comme des roues de secours, hein, qui peuvent être nécessaires après un accident. Alors que la biodiversité que constitue le même écosystème, c'est une biodiversité dont chaque espèce a un rôle différent. Et il peut être très proche. Hein. Ça peut être un martin-pêcheur qui pêche des poissons, un autre martin-pêcheur qui pêche des poissons, mais ils ne pêchent pas les mêmes poissons ou ils ne les pêchent pas au même endroit. Un martin-pêcheur qui pêcherait qu'en eau stagnante et un autre en eau courante. Voilà, 2 espèces différentes, 2 niches écologiques différentes, même si ils pêchent des poissons de même taille. Voilà, donc, vous comprenez le rôle de la biodiversité.
Ça permet à l'écosystème d'être plus efficace, mais plus efficace dans quel sens? Produire plus de biomasse. Sur base de quoi? Sur base des ressources principales que sont évidemment le soleil, le dioxyde de carbone et l'eau, hein, sans lesquelles la vie, en tout cas telle qu'on la connaît, ne peut pas exister. Donc, résumons ce qu'on a dit jusqu'ici. Dans un lieu, selon les conditions du biotope, c'est-à-dire les caractères abiotiques, la roche, l'humidité, le vent, le climat, etc. La vie peut se développer de différentes manières. Il peut y avoir différents milieux qui vivent sur ce biotope. Mais le milieu vers lequel l'écosystème tend, le climax, est celui qui produit le plus de biomasse. Toujours. Ça, c'est vraiment crucial de comprendre ça. Et quand l'écosystème atteint son stade climax, c'est pas qu'il évolue plus. Il y a des cycles, hein, il peut y avoir des cycles des forêts matures, et puis alors il y a des arbres qui meurent, puis il y a d'autres qui poussent. Mais globalement, quand il est au stade climax, sur le long terme, il continue à évoluer. Dans quel sens? Produire plus. Et comment pourrait-il produire plus? Eh bien, il y a deux façons. Soit les espèces qui sont là évoluent, elles évoluent tout le temps, hein, nous aussi, hein, tout le vivant évolue constamment, mais c'est très lent. Et donc les arbres deviennent plus efficaces pour capter de façon encore plus fine l'énergie disponible pour s'installer au chaque recoin de la montagne, supporter le vent, etc. Donc les troncs s'adaptent pour résister au vent. Enfin, bon, il y a toutes ces petites adaptations qui ont lieu au cours des millions d'années qui font que l'écosystème produit plus par mètre carré, par kilomètre carré, peu importe. Grâce à une évolution des espèces, ou alors par la colonisation. Imaginez deux volcans, deux éruptions. Dans les deux cas, il y a des espèces locales qui tentent de s'adapter à ce volcan et elles créent un nouvel écosystème avec une nouvelle biodiversité. Mais il est très possible que sur un des deux volcans, la biodiversité qui se soit installée soit plus efficace que sur l'autre. Produit plus. C'est ça l'efficacité. C'est pas qu'il y ait plus d'espèces, hein. Produire plus. Eh bien, s'il produit plus, il pourrait très bien coloniser l'autre volcan. On va évidemment pas faire ici une fiche du rôle de chaque espèce. Tout d'abord, le principe de la formation ornitho, c'est de comprendre des choses globalement et puis de faire des généralités. On sait très bien, tous les granivores ont un rôle équivalent de disperser les graines. Après, on pourrait rentrer et dire, ah oui, mais telle espèce disperse plutôt tel grain, telle espèce tel grain. C'est comme les colibris. Les colibris participent à la pollinisation des fleurs, mais c'est sûr que chaque colibri ne pollinise pas les mêmes fleurs. Et donc, on peut étudier espèce par espèce les différents types de fleurs, mais évidemment, ça ne pourrait pas se résumer dans une vidéo. Il faudrait des études de très complexes, et on n'a pas d'ailleurs les réponses à tout, hein. Il y a des tas de colibris qui sont mal connus. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que, comme pour le martin-pêcheur, vous avez des colibris dans le Grand Nord, et très souvent il y a une seule espèce. Hein. Le colibri, c'est une famille exclusivement américaine, et donc quand je parle du Grand Nord, c'est le Canada et l'Alaska. Il y a une très faible diversité de colibris, parce qu'il n'y a pas suffisamment de production de fleurs, que ce soit globalement ou en moyenne sur l'année, puisqu'il est en hiver, ce qui oblige les colibris du Nord à être migrateurs, qui est aussi une dépense d'énergie, et donc ils ne sont pas là pendant l'hiver, ça limite évidemment la population. Bon. Alors que quand vous allez sous les tropiques, en Colombie, il y a 250 espèces de colibris, c'est en estimation, mais c'est en ordre de grandeur, mais c'est ce genre-là, hein, 250 espèces de colibris. Pourquoi? Parce que c'est un pays tropical, avec une production énorme de biomasse, donc il y a plein de fleurs en quantité. Comme il y a plein de fleurs en quantité, il y a plein de fleurs en diversité. Vous avez compris le lien maintenant, hein, que la quantité entraîne sur le long terme de la diversité. Et pour exploiter au mieux ces fleurs, les grandes, les petites, celles qui poussent en forêt, celles qui poussent dans les déserts, celles qui... Hein, eh bien, il y a différents types de colibris, différentes espèces de colibris pour exploiter ça au mieux. Si avec un seul colibri, c'est comme pour le martin-pêcheur en Europe, ben forcément, s'il a un bec de taille moyenne, les fleurs les plus profondes, il ne pourrait pas les exploiter. Les feuilles les moins profondes, bon, il pourrait les exploiter, mais il aura un bec inutilement lourd pour les exploiter, alors que d'autres peuvent le faire avec des becs plus courts. Hein, il faut quand même produire le bec, il faut le porter, hein, le bec. Donc, regardez celui-là, par exemple, hein, le porte-épée, eh bien... ça demande de l'énergie, vous imaginez, pour porter un machin pareil, qui est aussi long que lui. Et donc pourquoi gaspiller cette énergie pour aller manger dans des fleurs qui feraient 3 mm de profondeur,
Hein, et alors, il laisserait ces fleurs-là aux insectes. Alors qu'il existe des colibris avec des becs très courts. Hein, je vous en montre un ici. Voilà. Je vais mettre le lien vers les fiches dans la description de la vidéo. Eh bien, lui va exploiter des fleurs moins profondes. Et puis, il y a l'altitude. Hein, c'est pas les mêmes dans les fonds de vallée, sur la hauteur des Andes, sur les forêts denses, dans les sous-bois, etc. Et donc, cette diversité permet une meilleure exploitation des fleurs dans l'intérêt de tous. Parce que les fleurs ont besoin d'être pollinisées. Si les fleurs sont aussi colorées, c'est parce qu'elles veulent attirer les pollinisateurs. Et donc il y a une concurrence entre les fleurs. S'il n'y avait qu'un seul pollinisateur et qu'il a une couleur préférée, le rose par exemple, les fleurs roses se reproduiraient, les autres pas. Par contre, il y a des colibris qui préfèrent telle ou telle couleur, et dans cette diversité, donc tout le monde a ses pollinisateurs, et donc toutes les fleurs peuvent se reproduire dans l'intérêt de l'écosystème. Donc comme je le dis, chaque espèce, en mangeant, dynamise l'écosystème. Sauf si elle mange trop. Mais ça n'arrive pas dans la nature. C'est pour ça que je dis toujours, les prédateurs, non, il ne faut pas diminuer leur proie, pas plus que les colibris font diminuer les fleurs, ou les frugivores font diminuer les fruits, ou les granivores font diminuer, etc. Ils exploitent ce qui est disponible. Alors, pour empêcher la surexploitation, eh bien, il y a des mécanismes qui peuvent être extérieurs ou intérieurs à l'espèce. Les mécanismes extérieurs, ça peut être des maladies, par exemple. Ça peut être les arbres qui produisent du poison quand ils sont mangés. Hein, donc on peut manger quelques feuilles, mais si on reste trop longtemps au même endroit, on se fait empoisonner, donc il faut se disperser. Ça peut être les prédateurs, j'ai déjà expliqué, qui forcent la dispersion de leur proie, et donc qui répartissent la pression. Et ça peut être le mécanisme interne. Hein. Chez les rapaces, il y a le caïnisme. Quand il n'y a pas beaucoup de nourriture, il y a le jeune le plus fort, en général l'aîné, qui affamé, parce que les parents traînent à rapporter une proie, il va manger son frère ou sa sœur, voire ses frères et ses sœurs, et donc ça limite évidemment la population, et ça aide cet individu à être plus fort, puisqu'il aura toute la nourriture des parents, au lieu qu'elle soit partagée entre plusieurs individus. Par contre, il ne faut pas non plus que l'espèce disparaisse. Donc le fait d'avoir 2-3 jeunes chaque année, permet qu'en cas qu'il y ait une très mauvaise année, la population est très basse, eh bien elle va se reconstituer plus vite, parce que ces années-là, où il y a très peu de rapaces et beaucoup de nourriture, eh bien plusieurs jeunes pourront être produits, les jeunes ne vont pas se manger entre eux, et à ce moment-là, la population pourra se reconstituer plus vite. Vous voyez, ce sont tous des phénomènes, des mécanismes qui sont dans l'intérêt de l'espèce et l'intérêt de l'écosystème. Mais les deux sont liés. L'espèce ne peut pas exister sans son écosystème, et l'écosystème ne peut pas exister sans les espèces qui le constituent. Voilà pour le moment. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous attendiez peut-être à quelque chose de plus précis, espèce par espèce, mais je rajouterai quelques informations dans la leçon écrite. Mais en réalité, espèce par espèce, vous pouvez aller voir mes fiches. Je ne vais pas à chaque fois répéter qu'en granivore, ça permet la dispersion des graines, qu'en prédateur permet la dispersion des proies, etc. Mais il suffit d'aller voir ce que mange chaque oiseau pour comprendre son rôle. Alors, est-ce qu'il y a des rôles qui ne sont pas directement liés à l'alimentation? Oui, mais c'est quand même très limité. C'est quand même le rôle principal d'un animal, c'est de manger, et c'est via ce qu'il mange qu'il va avoir une action sur son écosystème, plus que toute autre chose. Hein. Et donc les autres, c'est des conséquences de ces choix d'alimentation, très souvent. Après, on peut regarder dans les détails, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais je vous donne un exemple très rapide, avec la perruche veuve, qu'on appelle aussi la conour veuve, la perruche veuve, la perruche jeune veuve, elle a plein de noms, enfin, perruche veuve, c'est très bien. Et là, c'est un rôle très précis, ponctuel, je fais exprès pour aller dans l'autre extrême. À Bruxelles, par exemple, Bruxelles, peu importe comment vous le prononcez, la capitale de la Belgique et de l'Europe, en tout cas pour l'instant, eh bien, elle construit des nids avec beaucoup de branches. Regardez, c'est énorme. Hein. Et c'est très utile pour les écosystèmes des parcs bruxellois, parce que ces branches, cette matière organique, serait retirée par le service d'entretien. Ça tombe sur le sol, c'est ramassé, c'est brûlé, c'est broyé, voilà. Alors que, grâce aux perruches qui font leur nid, ça reste dans l'écosystème. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais c'est artificiel. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que les espèces
éventuellement introduites, des espèces qui sont actuellement invasives dans les milieux artificiels, sont des espèces qui ont un rôle, souvent nouveau, mais utile, constructif pour les écosystèmes. Les écosystèmes ont besoin de ces espèces pour pouvoir se développer dans les nouvelles conditions imposées par l'homme. Donc ces espèces dites invasives, qui sont considérées par certains humains comme des nuisibles tout à fait à tort, sont en fait les espèces les plus utiles aux écosystèmes. Et utiles donc à la biodiversité, puisque favorisant la biomasse, elle favorise la biodiversité. Voilà, je vais terminer sur cette conclusion. Je vous invite à aller lire d'autres détails sur la leçon écrite qui est en description évidemment de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres leçons d'information ornitho et d'autres sujets comme je fais d'habitude. On reviendra évidemment sur la crise et la pandémie avec un peu de recul depuis la dernière fois que j'en ai parlé. À bientôt et merci à toutes et tous.